La liberté a un prix. Il est journaliste spécialiste de la police et du grand banditisme, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date est entre mes mains. Il s'intitule « Les réseaux secrets de la police, loges, influence et corruption ». C'est aux éditions du Nouveau Monde, c'est en vente sur le site tvl.fr, dans la boutique tvl.fr. Je reçois Frédéric Ploquin. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors ce livre, dites-vous, vient de loin. 40 ans d'observation des forces de l'ordre. Votre analyse se veut toujours à charge, mais aussi à décharge. Absolument, c'est la position du journaliste, le travail du journaliste. Moi, je ne suis pas là pour charger, je ne suis pas là pour envoyer les policiers ou les bandits en justice, je suis là pour les observer, les raconter. Et donc, ça fait 40 ans que je fais ça. Moi, j'ai commencé vraiment à la base, j'ai commencé sur le terrain comme petit journaliste localier à Roubaix, où on m'a envoyé à 22, 23 ans faire la tournée des commissariats. Et je me suis dit, oh là là, la police... Quelle formidable fenêtre sur le monde. C'est-à-dire qu'à travers les commissariats de police, je me suis rendu compte qu'on pouvait découvrir la planète entière, tous les maux de la société, que c'était eux qui étaient en première ligne, qu'ils ne nous disaient pas tout, qu'ils ne disaient pas tout, qu'ils gardaient tout pour eux, et que finalement, ils allaient être, pendant toute ma carrière, ma source. C'est comme ça que j'ai commencé au début des années 80. 40 ans plus tard, je continue parce que ça continue à me passionner et que chaque jour, je trouve de nouvelles choses à raconter. La police, c'est à la fois, c'est l'institution, le ministère de l'Intérieur, c'est l'institution par excellence du pouvoir. Et donc, je me suis dit que j'allais raconter le polar de la place Beauvau. C'est un peu ça que j'ai voulu faire. Donc, 40 ans d'histoire, 40 ans de ministres qui se suivent et se succèdent, de chapelles qui s'entremêlent, d'écuries qui tentent de s'écraser les unes des autres. Et c'est ça que je raconte, donc des luttes de pouvoir interne, la bataille des médailles, la bataille des décorations, la bataille aussi des promotions. C'est tout ça que j'avais envie de raconter. En fait, des notes que je prends depuis 40 ans. 40 ans d'observation des forces de l'ordre. Quand vous voyez le débat sur les violences policières, vous vous dites quoi? À charge et à décharge? Violence policière, moi déjà je récuse le mot violence policière. Je ne parle pas de violence policière, je parle de violence légitime ou illégitime de la police, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que je rappelle quand même que l'État a le monopole de la force et que donc l'exercice de la force n'est pas par la gendarmerie ou la police, n'est pas en lui-même antidémocratique. Au contraire, je veux dire, c'est l'État qui a ce monopole dans la rue, notamment de la force. Donc à partir de là, moi je m'interroge lorsqu'il y a illégitimité dans l'action. Et je pense qu'il est du devoir des journalistes, si vous voulez, d'enquêter quand il y a doute. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que je remercie éminemment les policiers, parce que depuis 40 ans, qui m'informe? Qui me permet de faire des scoops à longueur d'année comme ça sur la police? Les policiers eux-mêmes. Pourquoi? Parce que vous avez dans la police un pack 80% ou 90% des gens qui ont plutôt envie d'une police relativement transparente, qui ont envie d'une police propre et respectée, et qui donc, quand l'un des leurs se tient pas bien ou fait une erreur, etc., vont aller le dénoncer à la presse. Après, c'est une question de confiance. Moi, j'ai tissé avec les policiers des liens de confiance depuis 40 ans, qui fait que j'ai accès et que j'ai des informations, mais c'est plutôt sain, je trouve, important, ce rapport. Oui, c'est important, mais vous dites, bon voilà, vous faites la première histoire de la police nationale à travers les réseaux qui la structurent ou qui la traversent, pour le meilleur et pour le pire, on va le voir, mais et vous reconnaissez, vous le dites à l'instant, que vous êtes très proche des sources policières. Est-ce que ces amitiés vous protègent des réseaux d'influence qui traversent la police, ou est-ce que vous êtes à la fois observateur, mais aussi jugé parti? Alors non, vraiment, moi j'ai appris une chose en devenant journaliste. J'ai fait de la photo un tout petit peu quand j'avais entre 15 et 20 ans, j'ai fait de la photo. Et je pense que ça m'a inculqué un principe essentiel, c'est celui de la distance. Parce que quand vous faites une photo, vous n'écrasez pas votre sujet, vous devez avoir l'objectif d'avoir une certaine humidité par rapport à l'objet qui est photographié ou filmé. Et donc ça, je l'ai appris à travers la photo. Et cette distance est pour moi essentielle. C'est-à-dire que
j'arrive, en 40 ans, j'ai fait une trentaine de livres, j'arrive quand même à faire quelque chose qui est rare, c'est j'arrive à faire un livre sur la voyoucratie, un livre sur le crime organisé, un livre sur la police, un livre sur les services de renseignement. Et je reste à équidistance, je parviens à rester à équidistance de tous ces mondes et à pouvoir recueillir les confidences et les confessions de gangsters, comme celle de policiers. Ce qui signifie que j'ai réussi, a priori, au moins à rester sur une ligne de crête qui me permet d'avoir le respect de chacune des parties. Et donc, ils respectent mon travail. C'est pas incompatible avec ce que je vous demande. Est-ce que, par exemple, quand on parle des loges, on parle des réseaux d'influence, si on en est membre, on en parle peut-être plus facilement? Alors, justement, j'ai toujours, évidemment, quand on travaille comme journaliste sur la police, vu l'importance de la franc-maçonnerie dans la police, c'est un des sujets principaux de ce livre, c'est d'explorer, justement, ce que représente la franc-maçonnerie dans la police et pourquoi elle est aussi implantée. Évidemment que moi, j'ai été approché des dizaines de fois par des policiers qui m'ont dit « Mais viens avec nous, d'un bord comme de l'autre », parce que, pour dire aux téléspectateurs qui ne connaissent pas, globalement, il y a deux grandes obédiences, une qui est plutôt conservatrice et une qui est plutôt progressiste. La première, c'est la Grande Loge Nationale de France, et la seconde, c'est le Grand Orient de France. Donc des deux côtés, moi j'ai été approché et j'ai toujours dit non. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours considéré que l'exercice de mon métier de journaliste m'empêchait, je vais vous dire, vous allez comprendre tout de suite, quand vous rentrez dans une loge franc-maçonne, vous devenez frère. Donc vous êtes entre frères. Est-ce que, si je vous dis demain, vous allez devoir dénoncer votre frère parce que il est pris dans une affaire, une entourloupe politico-financière, dans une escroquerie, dans une bavure, pourquoi pas, est-ce que vous allez le dénoncer ? Ben non, parce qu'a priori, réfléchissez aux conséquences du mot frère. Votre frère, vous le protégez, vous le couvez, vous êtes même capable de taire ses méfaits s'il le faut, parce que c'est votre frère. Donc voilà, cette fraternité, je l'ai toujours refusée, mais j'ai réussi cependant à avoir des liens avec eux suffisamment forts pour pouvoir pénétrer et raconter de l'intérieur la fraternelle de la police. Parce que j'ai connu tous les patrons de la fraternelle de la police. La fraternelle, juste en deux mots, c'est une espèce de réunion, on va dire, de toutes les loges franc-maçonniques, progressistes et conservateurs qui se réunissent dans une fraternelle corporatiste qui est au-dessus un peu du reste et où on peut discuter. Et d'ailleurs, je trouve que c'est, moi j'ai envie de dire, c'est une espèce d'édredon de la République, d'endroit de sas, où les choses se dégonflent, se font, se défont, où les pouvoirs, où les attributions de postes, qui est extrêmement important au ministère de l'Intérieur, se font et se défont. C'est la même chose d'ailleurs pour les parlementaires qui ont ce même type de... Exactement, dans toutes les corporations. Alors, vous partez d'un premier constat qui est simple, c'est que tous les ministres qui souhaitent marquer la place Beauvau de leur empreinte se doivent de constituer leur réseau ou de s'appuyer sur ces réseaux déjà existants ou amis. Si vous voulez, c'est assez simple en fait. Un ministre de l'Intérieur, s'il ne constitue pas son réseau, s'il ne s'entoure pas de fidèles, il va être isolé. Il va être isolé et surtout, le plus grave problème, c'est qu'il ne va pas savoir la vérité de ce qui se passe sur le terrain parce qu'on va lui mentir, on va édulcorer, on va dire les faits pour lui plaire et lui complaire et faire en sorte de ne pas trop le heurter. Donc le ministre de l'Intérieur qui veut savoir et ce qui se passe en vrai, vraiment, il a intérêt à s'appuyer sur une collection de fidèles, de chefs, et donc à placer ces hommes ou ces femmes au bon endroit pour qu'on lui rapporte la vérité. J'ai juste une anecdote. Longtemps, quand un ministre de l'Intérieur se déplaçait en province pour aller dans un commissariat, qu'est-ce qui se passait ? C'est que 2 jours avant son arrivée, on repeignait tout en bleu, en blanc, on changeait les chaises, on virait tout ce qui était laid, etc. Et donc c'est ça, je veux dire, le ministre de l'Intérieur, peut-être, ignorait le sale état dans lequel étaient les commissariats et donc n'allait peut-être pas débloquer le budget pour rénover ces commissariats et pour donner les moyens, les outils de travail nécessaires aux policiers. Donc je dis, cette notion d'écurie, elle est fondamentale et tous les ministres, que ce soit... Moi, je démarre le livre avec Charles Pasqua, puis ensuite Pierre Jox, puis ensuite je fais défiler, je convoque dans ce livre tous les ministres de l'Intérieur pour montrer comment ils ont procédé. Et le premier endroit où ils piochent, c'est bel et bien la franc-maçonnerie. Surtout la gauche. Quand la gauche arrive au pouvoir en 1981, c'est un peu un des points de démarrage de ce livre, François Mitterrand arrive au pouvoir, il se méfie de la police comme de son ombre. Je veux dire, il se méfie notamment des renseignements généraux, il se méfie de tout, il fait confiance à personne. D'ailleurs, il va s'entourer, il va confier sa protection personnelle aux gendarmes, à l'époque, François Mitterrand. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche
il cherche des hommes à promouvoir mais il n'y en a pas. Donc il se tourne, Gaston Defferre, qui est son premier ministre de l'Intérieur, se tourne naturellement vers le Grand Orient de France. Et c'est là qu'on va aller chercher le premier patron des renseignements généraux de gauche. Et bon, peu importe d'ailleurs finalement s'il était bon ou pas bon, sa qualité, parce que c'est pas parce qu'on est franc-maçon qu'on est bon flic. Et donc quelquefois il y a des erreurs de casting. On prend quelqu'un parce qu'il est fidèle, mais il peut s'avérer mauvais poulet. Et donc ça c'est arrivé pas mal, et c'est notamment arrivé à la gauche pas mal de fois, de s'appuyer, mais parce qu'au départ, il n'avait personne. Charles Pasqua, lui, c'est différent. Lui, ses racines plongent en plein dans la Ve République, très très loin dans la Ve République. C'était lui l'un des créateurs du service d'action civique, du SAC, à l'époque, Charles Pasqua, qui était la garde rapprochée du général de Gaulle. Donc il est chez lui dans la police. Donc quand il arrive, c'est pas compliqué, il peigne dans les réseaux, il va se constituer une garde rapprochée sans aucun problème. Alors lui, en plus, il a d'autres cordes à son arc, il mise sur la carte des Corses. Et par ailleurs aussi des cercles de jeu et des gens qui ne sont pas forcément bien sous tout rapport, notamment je pense à un certain nombre de grands bandits corses qui œuvrent dans le domaine des jeux et qui vont l'épauler. Donc lui, Charles Pasqua, il a tout ce qu'il faut. Il a le cabinet, le shadow cabinet, le cabinet officiel, les flics corses au milieu, la GLNF, voilà, et quelques voyous. Donc il s'en sort très bien. Et Nicolas Sarkozy, lorsqu'il va arriver ministre de l'Intérieur après 2000, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça que je raconte en détail. C'est un peu comment il va puiser dans cette lignée-là, dans la lignée Pasqua, comment Charles Pasqua va lui conseiller un certain nombre de grands flics et qui va finalement lui aussi constituer sa propre garde rapprochée à partir des hommes de Charles Pasqua notamment. Et ça va relativement bien fonctionner dans un premier temps. Mais je rappelle quand même que malheureusement pour lui et pour eux, la plupart des hommes qui vont constituer cette écurie, cette garde rapprochée de Nicolas Sarkozy, vont pratiquement tous avoir des ennuis avec la justice par la suite. Donc je raconte la constitution de ce qu'on a appelé la firme Sarkozy, et puis quelques chapitres plus loin, malheureusement, vous avez un peu la chute de la firme, avec le fait que la plupart de ces grands flics, notamment Claude Guéant, quand même, ancien ministre de l'Intérieur, ancien secrétaire général de l'Élysée, et puis surtout petite main de la droite au sein de ministère de l'Intérieur depuis des années, va se retrouver quand même entre quatre murs, en prison. C'est pas rien. Frédéric Ploquin, on dit souvent que tous les ministres de l'Intérieur sont francs-maçons. Vrai ou faux? Parce qu'il faut être franc-maçon pour être ministre de l'Intérieur. Disons que la plupart le sont. La plupart l'ont été. Récemment, Gérard Collomb, Grand Orient, d'ailleurs c'est lui qui a largement aidé Emmanuel Macron à approcher de la plus haute marche du pouvoir, notamment grâce à ces réseaux-là. Gérard Collomb, quand il est au ministre de l'Intérieur, lui aussi il a deux filières. Il a la filière lyonnaise, tous les policiers qu'il a connus, qui lui ont été fidèles à Lyon, qu'il va nommer, et puis il va puiser dans le Grand Orient, dont il est un des piliers. Manuel Valls qui arrive dans la foulée, Manuel Valls qui était là sous François Hollande, lui c'est pareil, je veux dire c'est un pilier du Grand Orient, puis il bénéficie en plus d'une très grande proximité avec la personne qui va devenir son éminence grise, qui est Alain Boer, qui lui-même a été grand maître du Grand Orient et qui va par son réseau l'aider finalement à tenir la place Beauvau. C'est pas facile de tenir la place Beauvau. Vous savez, le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère du coup d'éclat permanent. Tous les jours, il se passe quelque chose. Vous êtes bousculé dans tous les sens. Donc, il faut tenir. Et c'est pour ça qu'au sommet, vous avez besoin de fidèles. Mais je voudrais parler un tout petit peu de la base. Des gardiens de la paix, des officiers, des commissaires. Eux aussi ont besoin de soutien. Pourquoi ? Parce que finalement, le métier de flic, c'est un des métiers les plus exposés. Quand vous êtes policier, vous êtes en danger permanent. Je veux dire, quand vous rentrez chez vous, vous savez très bien, avec la vague de terroristes récente, avec l'hostilité générale qu'il y a vis-à-vis de la police. Quand vous rentrez à la maison le soir, vous faites discret, vous essayez de ne pas vous faire remarquer par les voisins. Aujourd'hui, on ne dit plus à ses voisins qu'on est policier. Aujourd'hui, on ne dit plus, on dit à ses enfants de ne plus clamer dans la cour de récréation que papa il est flic, que papa il est policier, que papa il a un revolver. Non, on se tait. Donc par rapport à ça, par rapport à cette difficulté de se socialiser du policier, je pense, et ça c'est le bon côté des loges franc-maçonnes, je pense que la franc-maçonnerie est une espèce d'édredon d'endroit où on peut se socialiser en toute tranquillité, où on peut dire ce qu'on fait,
où on peut échanger avec les autres. Et quand on arrive dans une ville de province, qu'on est nommé commissaire et qu'on connaît personne, finalement, dans cette loge, on va peut-être se faire des amis parmi les notables du coin, parce que ce sont souvent les notables qui sont là, et créer, se sociabiliser et avoir une meilleure appréhension, finalement, de la vie locale. Donc ça, c'est le bon côté des loges francs-maçonnes. Alors, vous évoquez tout à l'heure, on va faire rapidement, il y a la Grande Loge nationale de France, le Grand Orient de France, on a bien compris. Est-ce que c'est indispensable d'appartenir à ces loges pour faire carrière ? Je ne parle pas d'être non, je parle pour faire carrière, c'est-à-dire pour avancer. Il y a un ancien directeur général de la police qui le dit dans le livre, qui dit, voilà, si vous voulez vraiment faire une très belle carrière, il faut avoir la carte au parti. Alors ça dépend le parti, ça peut être le Parti Socialiste, ou ça pouvait être, parce qu'aujourd'hui le Parti Socialiste n'est plus ce qu'il était, ou ça pouvait être les gaullistes en gros. Sa carte au parti, être effectivement frère dans la bonne loge, la loge qui compte, et puis aussi être au syndicat, parce que pour les mêmes raisons que les loges maçonniques sont implantées au ministère de l'Intérieur, les syndicats sont aussi très très puissants. Il y a aucune administration française qui peut se targuer d'avoir autant de syndiqués que la police. Est-ce que les réseaux maçonniques se développent dans les syndicats, contre les syndicats, parallèlement aux syndicats? Alors, ça se recouvre bien souvent. Moi, ce que j'ai constaté dans l'histoire, c'est que très souvent, en fait, ce sont les mêmes et finalement, grâce au fait ils sont proches des loges maçonniques, les syndicalistes arrivent parfois justement à résoudre des problèmes qu'ils n'arriveraient pas à résoudre autrement. Et il y a même dans l'histoire des réformes de la place Beauvau, un certain nombre de réformes qui ont accouché, qui ont pu être finalisées grâce au fait qu'on avait un directeur central de l'administration, 2 ou 3 syndicalistes autour, qui par ailleurs discutaient et se mettaient d'accord au sein des loges maçonniques. Donc quelque part, c'est un peu de l'essence dans le moteur de l'État. Alors, il y a des moments dans le livre incroyables, par exemple des cas d'espionnite aiguë entre eux. Parler de l'épisode du relais du bois de Boulogne à Paris. Alors, elle était 90, mais c'est digne d'un film. Je l'ai relu en me disant non, il invente. Mais non. Mais c'est pour ça que je dis ce livre, c'est un peu le polar aussi de la place Beauvau. C'est vrai que là, on est à une époque où la gauche essaie de s'imposer au sein de la police. Elle a un peu de mal. Donc il y a un patron des renseignements généraux qui est très offensif et on sort d'une alternance, alternance politique lourde et importante, après laquelle ont été chassés un certain nombre de hauts fonctionnaires pour en mettre d'autres. Et là, il y a une réunion, effectivement, de francs-maçons, en l'occurrence de la GLNF, dans ce restaurant du Bois de Boulogne. Et carrément, le patron des renseignements généraux décide de pratiquer l'entrisme comme il ferait pour infiltrer n'importe quel autre monde. Et donc, il y a un serveur qui, en fait, est un flic, mais qui se fait passer pour serveur et qui espionne et qui observe. Et il y a un certain nombre de personnes comme ça qui sont attablées et qui en fait sont là pour essayer de démasquer ceux qui viennent dans cette loge. Donc c'est vraiment le ministère de l'Intérieur, ça a longtemps été ça. C'est deux grandes équipes, la gauche et la droite, qui se sont fait la guerre avec finalement des cadres qui, dès que ça changeait de majorité, se retrouvaient au placard. Sauf justement ceux qui étaient vraiment bien installés, bien implantés dans la franc-maçonnerie, qui pouvaient être sauvés par la bande. C'est-à-dire qu'on faisait semblant de les éliminer, mais en réalité, on ne les laissait pas dans la nature complètement, on ne les laissait pas dans la misère, on leur offrait un placard plutôt doré, plutôt sympathique. Donc là aussi, ça aide. Là aussi, ça aide justement. Quand on a été au sommet, c'est difficile de se retrouver dans les placards de la République, dans les placards sombres de la République. Donc quand on est dans la maçonnerie, on arrive à se raccrocher aux branches et finalement à être replacé. Vous parlez bien évidemment, vous l'avez fait, des fraternels de la police, le club de l'araignée, un cercle K2. Est-ce que c'est cet entre-soi, je posais la question, on dit c'est un étredon, je reprends cette notion-là, c'est pas non plus un dévoiement peut-être de l'esprit maçonnique, parce que lui, il se nourrissait finalement un peu au départ d'un mélange professionnel de ses membres. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le mélange professionnel, il se réduit à quelques-uns, comme personnes de plus en plus âgées, etc. Mais initialement, c'était bien véritablement ça, plutôt d'échanges. Absolument. Alors que là, on est vraiment dans un entre-soi de plus en plus restreint, de plus en plus vieux, de plus en plus mal. Oui, mais il faut dire que la police est assez isolée dans la société. Donc effectivement, elle se replie, elle se referme parce qu'elle est en but à l'hostilité, non pas de la majorité des Français, puisque 80% des Français apprécient et soutiennent la police. Mais les 20% d'autres, les autres 20% sont très virulents en permanence, et donc notamment depuis l'avènement des réseaux sociaux. En gros, ils s'en prennent plein la gueule, pour le dire clairement.
Donc à partir de là, effectivement, ils se replient sur eux. Mais c'est vrai que les fraternels sont un peu en contradiction avec ce qu'est la franc-maçonnerie au départ, parce que précisément la franc-maçonnerie, dans une loge, vous êtes dans une loge en région, ce qui est intéressant, c'est vous, officier de police, vous allez rencontrer le pharmacien, le juge d'instruction, l'avocat du coin, l'épicier, enfin un certain nombre de personnes, vous allez vous mélanger. Ce qui d'ailleurs ouvre la partie, ce que j'ai pas encore parlé, des mauvais côtés et des risques de la franc-maçonnerie. Les risques sont là. Voilà, ce qu'on dit, c'est un être don, c'est un kit de survie en milieu inconnu. C'était les côtés positifs. Oui, voilà, mais alors, ça ne vous empêche pas, premièrement, l'endoctrinement, ça, évidemment. Ça n'empêche pas et vous l'écrivez, hein, je veux dire, donc c'est pas, je ne le découvre pas. C'est vous qui me l'avez fait remarquer, parce que vous donnez des cas très précis, ce que vous appelez d'ailleurs l'affairisme et le sexe, ou le sexe et l'affairisme, flic, frère et affairiste, ripoux. On est quand même bien éloigné des engagements républicains revendiqués haut et fort. Le problème, c'est ça, c'est que tout le monde n'a pas les bonnes barrières, tout le monde n'a pas la bonne éducation qui va lui permettre de tenir, tout le monde n'est pas solide sur ses deux jambes. Et donc, c'est ça que je raconte. Il y a un certain nombre d'endroits, notamment dans le sud de la France, entre Marseille, Nice, Cannes, etc., où on a assisté à de véritables dérapages qui vont très très loin. Alors ça commence, si vous voulez, vous êtes entre frères, vous avez après les réunions de loge où vous parlez philosophie, etc., vous avez ce qu'ils appellent les agapes, ce sont des déjeuners, ou des dîners, ça fait partie de la tradition. Les agapes font partie de la tradition des francs-maçons, donc vous vous retrouvez autour de la table, et là, si au 2 ou 3e verre, votre voisin vous fait un petit appel du pied en disant « Dis donc, frère, moi, là je sens que je vais peut-être avoir des ennuis, là tu peux pas me dire, là si j'ai pas la police là un peu sur les fesses, là tu peux pas me dire si c'est sérieux ou c'est pas sérieux, là j'ai vu passer... » Bon, ça commence comme ça. Et là, soit vous dites, alors moi j'ai des règles, mon ami, mon frère et tout, on est un beau être frère, soit vous campez sur votre position et l'autre va vous faire la gueule, etc. Soit vous glissez un peu, vous cédez un petit pouce, et puis les autres vont en profiter. Ils disent, putain, on a un flic là, on a un flic dans la loge, on va essayer d'en savoir plus. Et c'est là que je raconte, et un certain nombre de fonctionnaires ont glissé, dérapé. Alors ça commence, au départ, vous vous rendez pas compte, ils se rendent pas forcément compte. Au départ, ils vont consulter les fichiers pour voir. Et puis alors, ils sortent une fiche, et puis 2 fiches, et puis 3 fiches, et puis ils le donnent, ils les donnent, mais ils sont dans l'illégalité déjà totale. Après, il y en a même qui sont encore un petit peu plus, on va dire, intéressés, et qui vont vendre ces renseignements. C'est ok, d'accord, frère, mais il va falloir payer. Moi, je peux te sortir des... Ça existe aussi. Ça a existé. C'est une minorité. Les ripoux dans la police ont toujours existé. Heureusement, ils constituent une minorité, mais ils existent. Il y a une filière des ripoux, on va dire. Il y a aussi un réseau des ripoux. Et donc, on a assisté. Moi, j'ai relevé un certain nombre de cas, comme ce policier à Marseille qui donnait des informations à un copain qui était cafetier. Puis le cafetier lui-même, il fréquentait beaucoup de voyous, et finalement, les informations de la police se retrouvaient entre les mains du milieu, carrément. Par cette filière maçonnique. Ça, c'est un épisode, une histoire. Il y a une autre anecdote que je trouve, moi, très puissante et très marquante, qui m'a marqué. Faut revenir dans les années 90, il y a l'affaire Elf, qui est une des affaires politico-financières qui fait le plus trembler la classe politique, parce que en gros, le groupe pétrolier Elf, grâce à sa présence en Afrique noire, permettait d'alimenter un certain nombre de caisses noires qui permettait aux partis politiques de droite comme de gauche de bénéficier de revenus divers et variés pour les campagnes électorales. Ça, c'est une autre époque. Aujourd'hui, ça vous en est peut-être plus exactement comme ça. Mais il y a un moment donné, l'affaire n'est pas loin de basculer. Les juges d'instruction sont pas loin de toucher au but. Ils ont perquisitionné chez quelqu'un qui était un personnage très haut placé dans le groupe, et récolté un certain nombre de documents. Ces documents se retrouvent entreposés dans un bureau rue du Château des Rentiers, au siège de la brigade financière à Paris. Évidemment, c'est une époque où on ne fait pas de double, ils sont là, il y a un petit carton, ce sont des scellés extrêmement prometteurs. La juge se dit, je vais enfin les ferrer, les serrer et obtenir des aveux. Et dans le week-end qui suit, miracle au miracle, ce petit carton de scellé qui devait faire tomber la République disparaît tout simplement des locaux de la brigade financière. On n'a jamais su qui, comment, quoi, mais l'hypothèse la plus probable, c'est qu'effectivement les réseaux maçonniques se soient mis en branle,
qu'on ait actionné un frère, un policier qui travaillait au sein de ce service, je ne vais pas donner de grade, mais bon, on a une petite idée, et que cette personne soit tout simplement rentrée chez elle et mis au rebut ce petit carton prometteur. Question rapide mais difficile. Est-ce que la structure même de ces réseaux d'influence, franc-maçonnerie, puisqu'on parle d'elle, c'est-à-dire cet entre-soi, cette forme d'impunité, est-ce que ce n'est pas intrinsèquement lié à l'affairisme ? Oui, c'est effectivement... Est-ce que ce n'est pas une méthode pour l'affairisme ? Effectivement, et c'est on va dire, c'est la déviance la principale qui guette la franc-maçonnerie. C'est que, a priori, vous êtes là pour brasser des idées, pour défendre la République, pour réfléchir même au positionnement du policier dans la société. C'est important pour un policier. Vous savez qu'il y a beaucoup de suicides dans la police. Il y a beaucoup de gens, de policiers qui ont perdu le sens du métier, qui ne savent plus pourquoi ils exercent ce métier. Donc là, c'est plutôt une planche de salut. Mais à partir de là, l'affairisme en France, c'est quand même quelque chose, et la corruption, c'est quelque chose d'assez bien implanté. Et aujourd'hui, moi qui travaille sur la criminalité organisée, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le danger, il est encore plus puissant qu'avant, parce que le crime organisé dans le monde brasse aujourd'hui des milliards, notamment grâce au trafic de stupéfiants, et que cette manne financière permet de corrompre on va dire à tous les étages, les membres de l'État, pas seulement en France, mais que ce soit les douaniers, les gendarmes, les policiers. Il y a un certain nombre de cas qui sont apparus récemment, qui sont liés à ça. C'est l'appât du gain. L'appât du gain, c'est naturel aussi. Donc voilà, l'appairisme, l'appât du gain sont des choses extrêmement partagées. Dès la corruption, c'est aussi un chapitre important que je n'ai pas abordé. Vous avez raison de le faire. Il faudra lire l'ouvrage pour avoir cette suite. Vous évoquez aussi, c'est vraiment ma dernière question, longuement les réseaux maçonniques. On en a parlé, mais ils ne sont pas les seuls. Vous dites, en citant Alain Juillet, qui est un fin connaisseur du monde policier, dit le réseau le plus fort au sein de la police, c'est le réseau LGBT. Mais est-ce que ce réseau se développe pour revendiquer sa place, c'est-à-dire en gros le respect, mais cela semble ne pas être forcément le cas quand on parle des réseaux maçons qui, eux, essaient de revendiquer, au-delà des droits, des systèmes de promotion, de promotion interne et professionnelle. Est-ce que c'est le cas pour les réseaux LGBT ? La première bataille d'abord des homosexuels, ça a été de s'imposer, parce qu'au départ, il y a eu des associations qui ont été créées, c'était de s'imposer, en gros, d'arrêter, de ne pas se faire trop moquer dans les commissariats et de trouver leur place. Comme la police est à l'image de la société, je trouve qu'aujourd'hui, globalement, par rapport à il y a 20 ans, le problème est résolu. Après, les LGBT, eux aussi, on met des batailles pour s'imposer, pour trouver leur place. Je veux dire, comme tous les réseaux, là je pense au réseau du rugby, au réseau des Auvergnats, au réseau des Corses, au réseau des flics bretons. Comme tous les réseaux, forcément, naturellement, à un moment donné, si on peut s'entraider, si on peut se pousser un peu du coude, on le fait. C'est la naturel. Question, oui, mais elle est beaucoup plus simple, ma question. Je vais la faire encore plus claire. Quand on devenir commissaire, on dit il faut mieux, à Lyon, à l'école commissaire, être franc-maçon. Est-ce que le fait d'appartenir au réseau LGBT vous permet d'être plus facilement commissaire divisionnaire? Voilà. Non, c'est pas pour devenir commissaire, c'est ensuite pour avoir la bonne place. C'est dans un deuxième temps. C'est-à-dire, d'abord, vous devez vous battre parce que c'est pas facile. Les concours de commissaire aujourd'hui sont très très durs. Donc personne ne va vous aider, sauf un cas que je raconte qui est absolument exceptionnel, qui est en gros une officier de police judiciaire qui se débrouille pour séduire un commissaire de police qui est en place quand même à la direction générale de la police nationale. Il a beau être marié, etc. Il tombe complètement amoureux de cette jeune femme, et puis cette jeune femme, elle veut devenir commissaire, et lui, à un miracle, il est patron du jury du concours de commissaire. Et donc il donne les sujets. Et donc il va lui donner les sujets, mais elle va trop parler au téléphone. Elle a en plus des membres de sa famille qui sont un peu vouilleux sur les bords, qui sont écoutés dans le nord de la France. Tout ça va sortir, il va y avoir une enquête, et il va tomber ce grand flic qui était censé justement participer aux réformes actuelles de la police, il va tomber de très 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 haut, et le concours va être annulé aux grandes dames de tous ceux qui l'avaient passé et qui s'étaient battus pour cela. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les réseaux de sexe. Merci Frédéric Ploquin. Il faut lire vraiment Les réseaux secrets de la police. C'est aux éditions Nouveau Monde et c'est sur le site tvl.fr. Merci beaucoup. Merci à vous et merci de me lire.